compris. Dès en 61, quand je l'ai vu la première fois, je suis resté 8 jours à New York, je l'ai vu une seule fois. Hugues Aufray. Ce nom résonne comme une vieille mélodie que l'on croyait connaître par cœur, mais qui, chaque fois qu'elle revient, nous surprend par sa force et sa chaleur. Derrière le sourire discret et la voix claire qui a bercé des générations, se cache l'histoire d'un homme façonné par la lumière et l'ombre, un artiste dont la trajectoire épouse les méandres de la vie. Né au cœur d'un univers privilégié, il porte pourtant en lui une blessure intime, celle laissée par la disparition tragique de son frère Francesco. Drame silencieux qui marquera à jamais son regard sur le monde et donnera à ses chansons une gravité que l'on devine entre les notes. Adolescent, il se nourrit des mots de Brassens, de Félix Leclerc et de Gainsbourg, comme on se forge une âme au contact des maîtres. Lentement, il apprivoise sa voix, ce timbre singulier qui allait devenir sa signature, et en 1962, lorsque Santillano fend pour la première fois les ondes comme un navire lancé toute voile dehors, c'est tout un public qui embarque avec lui, pour un voyage, dont personne ne connaît encore la durée. Mais ce qui distingue Aufray, c'est cette curiosité insatiable, cette soif de rencontres vraies. En 1961, il traverse l'Atlantique, guidé par l'invitation de Maurice Chevalier, et plonge dans l'effervescence de New York. Là-bas, au cœur de Greenwich Village, il respire l'air libre des cafés où se croisent peintres, poètes et musiciens. Et c'est là, presque par hasard, qu'il croise la route de Bob Dylan. Entre eux, pas de calcul, pas de masque, juste l'évidence d'une amitié née d'un respect mutuel et d'une sensibilité partagée pour la poésie et les chansons qui portent un combat. De retour en France, Aufray n'est plus tout à fait le même. Il ramène dans ses valises non seulement des reprises de Dylan, traduites avec le cœur, mais aussi une façon nouvelle de chanter le monde, entre tendresse et révolte, comme un homme qui a vu au-delà de l'horizon et qui, depuis, ne cesse d'inviter les autres à le suivre. On croyait connaître Hugues Aufray, ce marin au regard clair qui chantait le vent et l'horizon. Et pourtant, derrière l'image d'un homme simple et lumineux, se cache une vérité bien plus complexe, presque dérangeante, que peu ont osé approcher. Ceux qui ont eu le privilège de partager son intimité parlent d'un être capable de disparaître du jour au lendemain, sans prévenir, laissant derrière lui concerts, engagements et promesses, pour s'enfermer des semaines entières dans un silence quasi monastique. Ce retrait brutal n'était pas une lubie d'artiste, mais la réponse viscérale à un mal plus profond, une angoisse sourde qui le saisissait dès qu'il sentait le monde se refermer sur lui, comme si la lumière des projecteurs risquait de le consumer. Dans ces moments d'ombre, il fuyait vers des lieux improbables, une cabane perdue dans les Pyrénées, un petit port breton où il vivait comme un pêcheur anonyme, ou même un vieux couvent désaffecté en Toscane où il passait ses journées à restaurer des meubles anciens, trouvant dans le geste manuel un apaisement que la scène ne lui donnait plus. Les rares qui l'ont retrouvé là-bas racontent un homme méconnaissable, barbu, vêtu de vêtements élimés, qui parlait peu mais dont les yeux semblaient écouter plus qu'ils ne regardèrent. Ce goût pour la disparition n'était pas qu'un caprice de solitude, il était intimement lié à des blessures que le public ignorait, des trahisons amicales, des amours fracassés, des promesses brisées qui avaient laissé des cicatrices invisibles. Parmi elles, l'histoire d'une femme que personne ou presque ne connaissait, Isabella, une Italienne rencontrée lors d'un festival en Sicile dans les années 70. Elle était peintre, libre et indomptable. Et leur relation fut aussi fulgurante que destructrice. Avec elle, il connut une passion où chaque étreinte pouvait se transformer en dispute violente, où l'extase se mêlait à la peur de perdre l'autre. Isabella refusait toute attache officielle, il refusait de la partager avec un autre. Et pourtant, elle disparaissait parfois des mois entiers pour réapparaître comme si de rien n'était. Cette instabilité nourrissait chez Hugues une écriture plus sombre, plus dense, qu'il réservait à des chansons jamais publiées, des textes griffonnés dans des carnets qu'il emportait partout mais qu'il ne montrait à personne. Lorsque leur histoire prit fin, un soir d'hiver à Paris, il erra toute la nuit sur les quais de Seine, incapable de rentrer chez lui, comme s'il avait laissé dans ses bras tout ce qui lui donnait encore envie de chanter. Les années suivantes furent marquées par une étrange alternance de succès éclatants et de longues absences inexpliquées. On le voyait sur scène, rayonnant, presque solaire, puis plus rien, comme si l'homme se dissolvait derrière le personnage.
Certains proches avancent qu'il avait le don, ou le fardeau, de sentir la lassitude avant qu'elle ne l'épuise, et qu'il préférait disparaître plutôt que de se trahir lui-même. Pendant ces périodes de retrait, il vivait la nuit, arpentant les rues désertes, observant les visages fatigués dans les cafés de province, discutant avec des inconnus qu'il ne reverrait jamais. Ces fragments de vie croisés nourrissaient ses chansons comme un peintre s'imprègne des couleurs d'un paysage avant de les déposer sur la toile. C'est ainsi qu'un soir, dans un bistrot de Marseille, il fit la connaissance d'un vieux marin portugais qui lui raconta l'histoire d'un amour perdu en mer, récit qui le bouleversa au point qu'il en fit la trame d'une chanson qu'il garda pour lui, persuadé que personne ne pourrait l'interpréter sans trahir la douleur contenue dans chaque mot. Il y eut aussi cette rumeur, jamais confirmée, mais jamais démentie, d'un concert annulé à la dernière minute en Amérique du Sud après qu'il eut appris, quelques heures avant de monter sur scène, que la femme qu'il aimait alors venait de le quitter par une simple lettre glissée dans sa loge. Ce soir-là, il ne prit pas l'avion du retour. On le retrouva des semaines plus tard, jouant de la guitare dans une petite auberge de montagne, échangeant des chansons contre un repas chaud et un lit. Ce rapport viscéral à l'amour et à la perte était au cœur de tout ce qu'il entreprenait. Hugues Aufray n'aimait pas à moitié, et quand il aimait, il se jetait dans l'autre comme on se jette à la mer sans savoir si l'on saura nager. Sa vie sentimentale fut ainsi jalonnée de passions intenses, mais souvent impossibles, chacune laissant une empreinte différente dans sa musique et dans sa façon de se tenir au monde. Il y eut des complicités tendres, comme celle avec une danseuse andalouse qui lui apprit la patience, et des amours imprévisibles, comme cette journaliste américaine qui lui fit découvrir les déserts de l'Arizona et le goût des longs silences au crépuscule. Mais toutes ces histoires avaient un point commun. Elles finissaient toujours par une séparation brutale, comme si l'artiste, après avoir tout donné, avait besoin de se retirer pour retrouver son souffle. Derrière chaque note chantée, il y avait cette tension invisible entre l'homme public et l'homme secret, entre le marin qui invite au voyage et le naufragé qui se bat pour garder la tête hors de l'eau. Et peut-être est-ce précisément cette dualité qui rendait sa présence sur scène si magnétique. On devinait que chaque mot avait été vécu, que chaque sourire cachait un souvenir amer, que chaque regard vers le public était aussi une manière de chercher quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Et de poursuivre ce récit comme si l'on suivait pas à pas Hugues Aufray, dans les replis les plus secrets de sa vie. Ce soir-là, quelque part dans une maison de pierre, au bord d'une crique, isolée de Bretagne, il était assis seul, face à la mer Noire, la guitare posée sur les genoux, mais ses doigts restaient immobiles. La tempête grondait au loin, et chaque éclair dessinait sur ses traits les ombres d'un passé qu'il ne parvenait pas à apaiser. Il pensait à Isabella, à la manière dont ses rires éclataient, parfois comme des vagues contre les falaises, et à ce silence coupant qui suivait toujours leur dispute. Dans cet exil volontaire, il avait l'impression de se punir autant que de se protéger. Les lettres qu'il n'avait jamais envoyées gisaient dans un tiroir, certaines tachées de sel, comme si les vagues elles-mêmes avaient voulu en effacer les mots. Au matin, il quittait la maison sans prévenir, laissant derrière lui un feu qui s'éteindrait tout seul, et marchait pendant des heures sur les sentiers côtiers, saluant de loin les pêcheurs qui le reconnaissaient à peine, ou feignaient de ne pas le reconnaître par respect pour sa solitude. Mais parfois, un visage surgissait du brouillard, celui d'une femme brune, aux yeux d'un vert troublant qui lui rappelait les premières années, quand la musique n'était pas encore une armure, mais un appel. Cette femme, il l'avait rencontrée dans un train de nuit, entre Paris et Madrid, alors qu'il fuyait encore une tournée trop longue, trop bruyante. Elle s'appelait Teresa et lisait un recueil de Neruda. Sans un mot, il s'était assis en face d'elle, et leurs regards s'étaient accrochés comme deux notes qui se cherchent dans le vent. Cette rencontre avait ouvert une parenthèse inattendue dans sa vie, une passion douce, presque silencieuse, faite de promenades dans les ruelles espagnoles, de cafés partagés au lever du jour, et de nuits entières passées à écouter le bruit de la pluie contre les volets. Mais comme toutes les histoires qui touchaient Hugues, celle-ci portait en elle la graine de la disparition. Un matin, en se réveillant dans une petite pension de Séville, il trouva à sa place sur l'oreiller un foulard parfumé et quelques lignes écrites à l'encre brune. Teresa n'expliquait rien, sinon qu'il était temps pour elle de reprendre la route que son cœur avait choisie. Ce départ silencieux avait ravivé en lui cette vieille peur de l'abandon,
celle qui dormait depuis la mort de son frère et qui, chaque fois qu'elle se réveillait, le poussait à tout quitter avant d'être quitté. Dans les mois qui suivirent, il composa en secret une série de chansons, inspirées par Teresa, mais elles restèrent enfermées dans une boîte en bois, comme si leur simple écoute risquait de rouvrir une plaie qu'il voulait préserver du monde. Et pourtant, cette blessure-là, loin de l'affaiblir, semblait lui donner une intensité nouvelle sur scène. Ceux qui assistaient à ses concerts durant cette période parlaient d'un Hugues habité, presque incandescent, capable de faire basculer une salle entière dans un silence religieux avant de la faire éclater en chœurs puissants. Mais à chaque rappel, il se retirait dans sa loge, le regard perdu, comme si le vide revenait plus fort encore après le tonnerre des applaudissements. C'est dans cet état fragile qu'il accepta l'invitation d'un vieil ami musicien à passer quelques semaines en Irlande. Là, dans un pub enfumé de Galway, il fit la connaissance d'un violoniste aveugle qui jouait des airs celtiques avec une mélancolie saisissante. Les deux hommes se lièrent d'une amitié profonde, partageant des nuits entières à échanger des mélodies et des histoires. Hugues disait souvent que ce violoniste, sans le savoir, lui avait appris à voir autrement, à percevoir la beauté dans les détails que l'œil pressé ignore. Ce séjour irlandais fut un tournant. Il comprit qu'il ne pourrait jamais se contenter de la vie linéaire que beaucoup attendaient de lui. Il avait besoin de ces détours, de ces rencontres imprévues, de ces éclats de vérité qui surgissent dans les endroits les plus inattendus. Pourtant, derrière chaque sourire qu'il offrait au public, il y avait ce poids, ce mélange d'amour inassouvi et de solitude volontaire qui faisait de lui un être à la fois proche et lointain, comme une chanson que l'on connaît sans jamais en saisir toutes les paroles. Un soir d'automne, à Paris, après un enregistrement télévisé qu'il avait montré rayonnant, Hugues Zoffret prit soudain la décision de ne pas rentrer chez lui. Il marchait seul dans les rues, sans but, comme attiré par une force obscure, et finit par entrer dans un petit cabaret enfumé de Montmartre où personne ne s'attendait à le voir. Là, sur une scène minuscule, chantait une jeune femme à la voix rauque, presque cassée, qui parlait d'exil, de trahison et de mer lointaine. Ses mots frappaient comme des coups de couteau. Hugues resta figé, le souffle court, et quand elle eut fini, il alla s'asseoir à sa table. Elle s'appelait Lila, et dans ses yeux il y avait cette même intensité qu'il avait connue chez Isabella ou Teresa, mais aussi quelque chose de plus sombre, une fêlure profonde qui semblait répondre à la sienne. Ils passèrent cette nuit à parler, non pas de musique, mais de ce qu'on perd en chemin, des rêves qu'on abandonne et de ceux qu'on n'ose plus poursuivre. Lila lui avoua qu'elle chantait pour oublier un amour impossible avec un homme marié, et qu'elle ne croyait plus aux histoires qui durent. Cette lucidité brutale l'attira autant qu'elle le terrifia. Les semaines qui suivirent, on vit Hugues souvent dans ce cabaret, assis dans l'ombre, écoutant Lila, comme si chaque note lui offrait une vérité qu'il avait longtemps cherchée. Mais cette proximité fit naître des rumeurs. On murmurait qu'il délaissait ses propres projets pour suivre une femme qui ne voulait pas de lui, qu'il s'enfermait dans une relation faite d'attentes impossibles. Les tabloïds commencèrent à guetter ses sorties, cherchant à capturer une image compromettante. Et plus il sentait cette pression, plus il se repliait sur lui-même. Il annula une tournée prévue en Asie, prétextant des raisons de santé, alors qu'en réalité, il passait ses journées dans un appartement minuscule de la rive gauche à écrire des chansons qu'il savait ne jamais chanter en public. Ces textes, empreints d'une sincérité douloureuse, étaient parfois si crus qu'ils auraient osé briser l'image qu'on se faisait de lui. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait les toits de Paris, Hugues reçut un appel qui allait tout bouleverser. Lila avait quitté la ville sans explication, laissant derrière elle un simple mot griffonné sur un bout de papier. « Ne me cherche pas ». Ce départ brutal raviva en lui toutes les disparitions qu'il avait subies dans sa vie, au point qu'il envisagea sérieusement de mettre fin à sa carrière. Mais au lieu de s'effondrer, il choisit de partir, encore une fois, vers l'inconnu. C'est ainsi qu'il se retrouva à marcher seul sur les routes d'Islande, affrontant le vent glacial, comme pour se délester de tout ce qui pesait encore sur ses épaules. Dans ce paysage de glace et de feu, il rencontra une communauté de pêcheurs qui vivaient en quasi-autarcie, loin du monde moderne. Il y resta plusieurs mois, travaillant sur les bateaux, dormant dans de petites cabanes en bois, partageant les repas autour d'un feu.
Personne ne le reconnaissait, et il n'était plus Hugues Aufray, le chanteur, mais juste un homme parmi les autres. Ce séjour islandais laissa une empreinte indélébile sur son esprit. Il en revint changé, plus calme, mais aussi plus décidé à protéger son intimité. À partir de là, il devint presque insaisissable, apparaissant seulement quand il en avait envie, refusant les invitations mondaines et acceptant de chanter uniquement dans des lieux qui avaient un sens pour lui. Pourtant, ceux qui le voyaient sur scène à cette époque affirmaient qu'il n'avait jamais été aussi bouleversant. Chaque mot semblait chargé de toute la vie qu'il avait vécue loin des projecteurs. Chaque silence entre deux couplets résonnait comme un aveu muet. Si l'on gratte la surface de cette période, on découvre aussi un détail que peu connaissent. Au cœur de ce retrait volontaire, il écrivit une longue lettre à Isabella, des décennies après leur rupture. Non pas pour la reconquérir, mais pour lui dire qu'il avait enfin compris pourquoi elle était partie. Cette lettre, il ne l'envoya jamais. Elle resta dans un tiroir, pliée avec soin, comme un talisman ou un rappel silencieux que certaines réponses ne viennent qu'avec le temps, et que l'amour, même perdu, continue à modeler l'âme longtemps après sa fin. Vers la fin de sa vie, lorsque le public croyait voir un homme apaisé, réconcilié avec ses blessures, Hugues Aufray portait en lui un tumulte qu'il dissimulait derrière un calme presque trompeur. Dans l'ombre de ses apparitions télévisées impeccables, il vivait une histoire d'amour inattendue, avec une femme bien plus jeune que lui, rencontrée lors d'un vernissage à Montreux. Elle s'appelait Helena, photographe voyageuse, et son regard capturait les instants comme s'ils étaient les derniers. Leur rencontre eut lieu dans un moment étrange. Il venait de sortir d'une interview où on lui avait posé, une fois de plus, les mêmes questions sur Santino et sur Bob Dylan, et il en était ressorti vidé, presque irrité de voir son présent effacé par son passé. En entrant dans cette galerie d'art, il n'attendait rien. Et pourtant, dans un coin de la salle, Helena le photographiait déjà, fascinée par la manière dont il semblait ne pas appartenir à la pièce. Ce fut le début d'un lien intense, presque secret. Ils voyagèrent ensemble, mais rarement comme un couple traditionnel. Elle le laissait parfois seul, des semaines entières, le poussant à affronter ses vieux démons de l'abandon, puis revenait avec des carnets remplis d'images et de notes qu'elle lui lisait à voix basse. Elle disait que ces absences étaient nécessaires pour que leur histoire reste vivante, et lui, malgré ses peurs, acceptait cette règle étrange. Mais cette relation, bien que profonde, ne tarda pas à faire naître des murmures. On l'accusait de s'accrocher à la jeunesse pour échapper au temps. On l'imaginait prisonnier d'une passion déséquilibrée. Lui restait silencieux, refusant de laisser quiconque définir ce qu'il vivait. Un soir, dans un hôtel isolé sur la côte basque, Helena lui proposa un jeu singulier. Chacun devait écrire sur une feuille les 3 moments les plus intenses de leur vie, sans se concerter. Lorsqu'ils échangèrent l'île et leur papier, il fut bouleversé de découvrir que 2 de ces moments, à elle, coïncidèrent avec les siens, à quelques détails près, comme si leurs âmes s'étaient croisées bien avant leur rencontre officielle. Cet instant fut pour lui une révélation. Malgré toutes les absences, malgré les silences, quelque chose de rare et d'inexplicable les liait. Pourtant, même cet amour-là n'échappa pas à la règle qui semblait gouverner sa vie. Un matin, Helena disparut à son tour, laissant dans la chambre une photo en noir et blanc de lui, prise alors qu'il dormait, avec au dos ces mots « Certains voyages ne peuvent se faire qu'en solitaire ». Cette fois, il ne chercha pas à la retrouver. Au lieu de fuir ou de s'enfermer, il se mit à écrire chaque jour, comme pour remplir l'espace qu'elle avait laissé. Ses écrits, mélange de journal intime et de poèmes, constituaient une sorte de testament émotionnel qu'il ne destinait à personne, mais qui révélait un Hugues, Aufray bien différent de l'icône publique. Un homme en perpétuelle recherche, prêt à aimer jusqu'à se perdre, mais conscient que la perte faisait partie du chemin. Lors de ses dernières apparitions sur scène, ses proches remarquèrent un changement subtil. Ses concerts semblaient moins destinés à plaire qu'à confier, moins à séduire qu'à partager une vérité nue. Entre 2 chansons, il se laissait parfois aller à de longues improvisations, évoquant des lieux et des visages que personne ne connaissait, comme s'il voulait enfin recoudre tous les morceaux épars de sa vie devant ceux qui l'avaient accompagné depuis des décennies. Et lorsqu'il quittait la scène, il ne saluait pas seulement. Il regardait le public comme on regarde quelqu'un qu'on aime, mais qu'on doit quitter, avec cette gravité douce qui ne trompe pas.
Il y eut dans la vie de Hugues Aufray des périodes entières qui échappaient à toute chronologie officielle, des trous dans le récit où l'homme disparaissait comme avalé par ses propres ombres. Les journalistes parlaient de retraite artistique, ses proches évoquaient des voyages de ressourcement, mais la vérité était plus étrange, plus insaisissable. On découvrit bien plus tard que durant l'un de ces silences prolongés, il avait vécu sous un faux nom, dans un petit village côtier du sud de l'Irlande, louant une chambre au-dessus d'un pub et se faisant passer pour un ancien marin. Il passait ses journées à réparer des filets, à aider les pêcheurs à trier le poisson, et ses soirées à écouter les histoires des vieux du port, notant dans un carnet des phrases entières qu'il jugeait plus vraies que toutes les chansons. Là-bas, il n'était plus qu'un visage parmi d'autres, un homme qui pouvait marcher dans la rue sans que personne ne lui rappelle qui il était censé être. Un autre de ses exils secrets le mena au Maroc, dans une maison blanchie à la chaux, au cœur de la Médina d'Essaouira. Il y vivait dans un dédale de ruelles parfumées au bois de cèdre, entouré de musiciens gnawa, dont les rythmes hypnotiques semblaient réveiller en lui une énergie ancienne. On raconte qu'il y rencontra une femme mystérieuse, Leila, tisseuse de tapis, qui portait sur ses mains les traces du métier à tisser et dans ses yeux une lueur de défi. Leur relation fut brève, mais d'une intensité telle qu'il lui confia avoir envisagé de tout quitter pour rester auprès d'elle. Mais Leila, farouchement libre, lui rappela que l'amour n'est pas toujours un port d'attache, et qu'il fallait parfois repartir pour ne pas trahir ce qui avait été vécu. Ces années de disparition nourrissaient autant de fantasmes que de spéculations. Certains disaient qu'il fuyait les impôts, d'autres qu'il cherchait à rejoindre une communauté secrète d'artistes nomades. Lui ne confirma jamais rien, se contentant de sourire lorsqu'on l'interrogeait. Ce mystère devint une partie intégrante de sa légende. Hugues Aufray, l'homme qu'on croyait connaître, mais qui, par instants, glissait entre les doigts comme du sable. À son retour de ses parenthèses, ses chansons avaient toujours changé. Elles semblaient chargées d'une lumière nouvelle, mais aussi de zones d'ombre qui laissaient deviner ce qu'il avait vu, entendu ou ressenti loin des regards. Certains vers, d'une précision presque photographique, évoquaient des scènes que nul ne pouvait situer. Un coucher de soleil sur un port inconnu, le rire d'une femme dans un marché au parfum d'épices, ou la sensation d'une main qui se retire avant qu'on ait eu le temps de la serrer. Et puis, il y eut cette période où il disparut sans laisser de traces pendant plus de 8 mois. Quand il reparut, il portait une barbe blanche et ses yeux semblaient plus clairs que jamais. On sut bien plus tard qu'il avait vécu dans un monastère perché dans les montagnes grecques, partageant le quotidien silencieux de moines orthodoxes. Il y avait appris à tailler la pierre, à préparer le pain, et surtout à écouter le temps passer. Ce séjour le marqua au point qu'il intégra dans ses chansons un rythme plus lent, comme s'il avait compris que la beauté ne se trouvait pas toujours dans le mouvement, mais dans l'attente. Chaque fois qu'il réapparaissait, il ramenait avec lui un morceau d'ailleurs, un souffle étranger qui se mêlait à sa voix familière. Et le public, même sans connaître les détails, sentait que cet homme avait vu ce que peu ont vu, aimé comme peu savent aimer, et survécu à des départs qui auraient brisé d'autres. Dans ces dernières années, Hugues Aufray cultivait une apparence de sérénité, presque de sagesse. Mais ceux qui avaient reconnu l'homme derrière la légende savaient que son âme restait traversée par des tempêtes silencieuses. Les concerts étaient plus rares, choisis avec une minutie presque rituelle, et chaque apparition publique semblait chargée de sous-entendus. Un soir, lors d'un festival en Provence, alors que la scène baignait dans une lumière dorée, il interrompit soudain une chanson pour raconter d'une voix grave l'histoire d'un rêve qu'il faisait depuis plusieurs mois. Il se voyait sur un bateau sans voile, perdu au milieu d'une mer immobile, entouré de visages qu'il avait aimés et perdus. Ce rêve, dit-il, n'était pas triste, mais il le laissait chaque fois avec la certitude qu'il approchait d'une rive qu'il ne connaissait pas encore. Ceux qui l'écoutaient comprirent qu'il parlait de la mort, mais à sa manière, poétique et apaisée, comme d'un nouveau voyage. Ce rapport au départ définitif prit racine dans une série d'événements qui avaient secoué ces dernières années. D'abord, la perte brutale d'un vieil ami musicien, retrouvé sans vie quelques heures avant qu'ils ne se retrouvent pour enregistrer une chanson ensemble. Puis, la révélation dans la presse d'une liaison qu'il avait eue, des décennies plus tôt, avec une femme mariée à un personnage influent. L'histoire fit scandale, non pas pour sa nature, mais parce qu'elle révéla un côté plus complexe de l'artiste, capable de transgresser les règles quand son cœur l'exigeait.
Loin de nier, il se contenta de dire « J'ai toujours choisi la vérité du moment, même si elle devait me coûter ». Sa relation avec Elena, bien que terminée depuis longtemps, refit surface dans une série de photos que la jeune femme exposa à Barcelone. Ces clichés montraient un Hugues inattendu. Piégé nu sur une plage au lever du jour, riant aux éclats sous une pluie battante, ou assis seul dans un train de nuit, le regard perdu. Certains y virent une trahison, lui y vit un cadeau, la preuve qu'il avait été pleinement vivant à ces instants-là. Il se rendit à l'exposition, incognito, et resta longtemps devant l'image de lui endormie, celle qu'elle avait laissée en partant, comme pour se dire adieu une seconde fois. Dans ses dernières compositions, il laissa tomber toute recherche de séduction musicale. Sa voix, plus grave, portait moins haut, mais plus profond, comme si chaque syllabe avait été trempée dans l'eau salée de sa mémoire. Il chantait l'absence avec une tendresse désarmante, évoquait les visages croisés dans ses voyages, les amours impossibles, les nuits d'attente et les départs au petit matin. Sur scène, ses silences avaient autant de poids que ses mots. Il pouvait s'arrêter, fermer les yeux et laisser planer un instant si dense que le public retenait son souffle, conscient qu'il assistait à quelque chose de rare, presque sacré. Les dernières années furent donc marquées par une retraite presque totale. Il s'installa dans une vieille maison, en pierre, sur les hauteurs d'un petit village corse, face à la mer. Il y passait ses journées à lire, à jardiner et à écrire dans des carnets qu'il rangeait soigneusement dans une armoire fermée à clé. Des visiteurs occasionnels, musiciens ou amis de longue date repartaient toujours avec l'impression d'avoir été invités dans un sanctuaire. Il parlait peu de ses anciennes gloires, préférant raconter l'histoire d'un marin qu'il avait connu, ou la beauté d'un lever de lune sur la Méditerranée. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, il confia à un proche que tout ce qu'il avait vécu, les amours, les départs, les errances, n'avait été qu'une longue chanson, et qu'il se sentait enfin prêt à en écouter le dernier couplet. Ces mots, simples mais chargés de tout le poids de sa vie, résonnèrent comme un testament discret, une manière de dire que pour lui, chaque étape, même douloureuse, avait été nécessaire pour devenir l'homme et l'artiste qu'il était. Et ainsi, dans le silence apaisé de ces dernières années, Hugues Aufray laissa derrière lui bien plus que des chansons. Il offrit un héritage d'authenticité, de courage et d'amour vécu sans concession. Ses mots, ses voyages et ses absences formaient un seul et même poème, écrit au fil de la mer et du temps. Ceux qui l'ont écouté savent qu'il ne chantait pas pour plaire, mais pour dire ce qui ne pouvait se taire. Et si aujourd'hui son bateau a quitté le port pour toujours, son sillage continue de briller dans nos mémoires. Pour ne rien manquer de ces histoires qui révèlent l'âme derrière la légende, abonnez-vous et laissez-vous emporter par le prochain voyage.